Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour! Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres, car ensemble nous allons secouer très fort le cocotier politique. Voici vos grosses têtes. Si le délirium très mince le saisit un jour, on l'internera dans un asile de fou rire. Jean-Jacques Perroni. Chaque soir, ce disciple d'Épicure met la 5e République dans sa seringue, Jacques Maillot. Dresseuse de chats et meneuse de bipèdes, Laurence Boccolini. Il est à l'affiche, à partir de tout à l'heure, d'un film qui fait déjà beaucoup courir les spectateurs. On ne sait pas encore dans quel sens. Philippe Chevalier. Merci. S'il roulait sur l'autoroute comme sur la piste de ses records, il mettrait 2h15 pour aller de Paris à Nice. Vincent Perrault. Depuis qu'il est orphelin, il est inconsolable de ne plus pouvoir vendre père et mère. Pierre Bellemare. Et puis, notre invité d'honneur, il doit sa carrière exceptionnelle au talent conjugué des deux parfaits homonymes qui sont l'un son auteur préféré et l'autre son interprète favori, Jean Amadou. Jean Amadou, qui est en vedette aux Deux Ânes. Deux Ânes, il se trouve, mais c'est une coïncidence, croyez-le bien, que c'est un théâtre dirigé par Jacques Maillot. Et c'est un théâtre où on fait le soir ce que nous faisons aux grosses têtes l'après-midi, c'est-à-dire qu'on ne prend rien ni personne au sérieux, et en tout cas pas les hommes politiques. Alors les hommes politiques, vous avez vu qu'ils tiennent le haut du pavé médiatique. Le haut du pavé avant de le prendre dans la gueule. Oui, oui. On verra ce soir à la télévision Monsieur Raffarin. Il a du courage, hein. Oui. J'aime bien, moi. Vous savez, un premier Vous, ministre... vous l'aimez bien? Mais quoi, il vous émeut sexuellement? Hein? Il vous émeut sexuellement? Comme vous. Ah oui, je vois. Moins que vous, mais... non, il a un côté rassurant, il a un côté... hein? Ah oui, il annonce qu'il va gagner des millions. Alors là, je l'aime bien. Ah oui. Il a un côté Jean Marais, touchez ma bosse, monseigneur. Vous avez vu, et Jean-Jacques Perroni, ça c'est évidemment, ça ne doit pas attirer vos sympathies, que M. Raffarin a dit qu'il avait grandi dans une laiterie, qu'il habitait une laiterie, que son papa, qui était dans le gouvernement Mendès France, faisait distribuer du lait aux enfants, et que lui-même, il buvait du lait volontiers. Je voudrais quand même essayer de prendre la défense de Raffarin qui a eu quelques phrases, il faut être honnête quand même quand on fait ce métier, qui a eu quelques phrases intéressantes qu'on avait rarement entendues en politique. Il a dit « Les enfants d'aujourd'hui seront les adolescents de demain ». C'est pas n'importe quoi, je veux dire. C'est vrai. C'est bien calculé. C'est quand même calculé, c'est pas bête. C'est pas un con. Oui, c'est bien observé. C'est pas faux. Et ce sondage qui vient de tomber à l'instant et qui va plus loin qu'il n'en a l'air, l'abbé Pierre est battu en notoriété par Jennifer et Jean-Pascal. Cela dit, ils s'y sont mis à deux quand même. Oui. Cela dit, à propos, j'ai vu l'autre jour Laurence avec les finalistes de Koh-Lanta. Ah oui. Heureusement qu'ils ont fait de l'aventure et pas de l'orthographe. Putain, des gars cultivés. Ah oui, la fin justifie les moyens, FAIN, ça... Là, il y avait, sur Koh-Lanta, il y avait un œuf pour 9, là, il y avait un cerveau pour 9. Et puis alors, dans le Canard enchaîné, cette caricature, qui est tout un éditorial, Balkany réélu au premier tour à Levallois, et alors on le voit, il est dans une rue de sa bonne ville, il rencontre une brave femme qui est une électrice, qui lui a dit « C'est bien, mais il faut nous promettre de rester malhonnête ». C'est vrai. Il est bien ce Balkany, il aime bien mon jeu, moi, il m'a dit.
C'est vrai? Je l'ai rencontré, ouais. Mais vous votez du côté de chez lui, non? Rigole ou pas? Mais ça va pas. Non, j'étais dans un restaurant, il était là et il est venu me dire qu'il aimait beaucoup le jeu. Donc j'ai trouvé ça très gentil. Il a été élu par 12,5% des Levalloisiens. Oui, non, mais c'est... Parce qu'il y a eu 75% d'abstention. Ah oui, alors, ouais. Donc, il a été élu avec 53% des voix, donc 53% de 25%. Ouais. Donc, ça fait grosso modo 12,5%. Ah ouais, c'est Il y a des pas bons mal, retours quoi, en c'est bien. politique. Oui, mais c'est bien. il y a quand même, on peut rappeler une réflexion de Jacques, puisqu'il est là, et c'était chez vous, Philippe, aux grosses têtes, et c'est là où je l'ai entendu, puisque Balkany avait été élu au municipal, pendant qu'on faisait les essais de Concorde pour le faire repartir pour les États-Unis, et Jacques Maillot avait dit Concorde revolera dans 3 mois, mais Balkany va revoler dès lundi matin. C'est bien de citer son directeur comme ça. Ah oui, c'est pas mal un peu le brossard-luire, mais en Surtout l'occurrence, là, publiquement. c'était rigolo. Alors au fait, est-ce que Jacques Maillot est un directeur négrier? Pas trop, c'est un patron, quoi. Donc, je veux dire, il nous fait souffrir, c'est normal. Mais bon, il faut accepter quand Quand vous lui dites, mon petit Jacques, les temps sont durs, le poker est cher, j'aimerais bien une petite augmentation. On aborde rarement ce genre de problème tous les deux. Mais bon, il faut bien reconnaître que le patronat et le prolétariat, c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai. Oui, mais la France d'en haut et la France d'en bas avec Amadou, c'est difficile. Hein. Il est plutôt en haut, lui. Hein. Est-ce que les actuelles têtes de Turc de la politique valent les anciennes? C'est difficile. Ça va devenir difficile parce qu'au départ, on a été un peu piégé. Je veux dire, faire rire avec Dominique Perben ou Hervé Guémard, c'est pas évident. Surtout quand on avait Guesso, qu'on avait Jacques Lang, qui étaient quand même des gens bah oui. Vous extraordinaires. regrettez beaucoup Guesso. Ah, Guesso, moi, ça a été une déchirure. Lang aussi, ça a été une déchirure. Mais Lang, il est jamais complètement Il n'est parti. jamais totalement parti. Et là, j'ai une certaine admiration pour ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis qu'il a été élu député de Boulogne-sur-Mer, il s'est précipité avec un gros pullover il a mis un gros pullover, il a mis une casquette, il est allé défendre les pêcheurs. La vitesse avec laquelle ce mec est passé du caviar à la morue, m'a tellement Est-ce que Jean-Pierre Raffarin vous paraît, et c'est important pour vous qui allez investir une partie de votre talent sur sa tête, une valeur durable? Je le crois. Je crois qu'on peut avoir des surprises avec cet homme parce que il me fait un peu penser, un peu moralement, à Pompidou. C'est-à-dire, vous vous souvenez, quand De Gaulle est allé chercher Pompidou, il a dit « Trouvez-moi un normalien qui sait écrire ». Bon, on est allé chercher Pompidou, et De Gaulle a dû lui dire « Est-ce que la politique vous intéresse ?» Bon, pas tellement, il était professeur de français, bon, très bien, il a dit que je vais vous lancer dans le bain politique, mais il a dû rentrer dans son bureau, De Gaulle, en disant « En tout cas, en voilà un qui ne me piquera pas ma place ». Oui. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et là, il y a peut-être un pacte qui est fait entre Raffarin et Chirac, c'est pas impossible. Je crois que Raffarin a dû lui promettre de ne pas se présenter contre Juppé en 2007, et Chirac a dû lui promettre de ne pas dissoudre avant 2 ans. Donc, je veux dire, ils ont une sorte de... Enfin, il faut croire que vous y croyez, puisque votre spectacle aux Deux ânes s'intitule « Le fabuleux destin de Jean-Pierre Raffarin ». Là, il y a un clin d'œil à Amélie Poulain, évidemment. Oui, on a fait une affiche d'ailleurs dans laquelle on a réussi à intégrer le visage de Jean-Pierre Raffarin dans celui d'Amélie Poulain. Donc il a la même coiffure que Poulain. Très mignon. Et c'est assez Ça lui mignon. va beaucoup moins bien. Oui, c'est assez mignon. Jean Amadou, travaillez-vous toujours du 1er janvier au 14 juillet pour le fisc? Oui, avec la baisse peut-être cette année, je vais remonter au 9 juillet, mais pas impossible. Que pensez-vous du matriarcat ministériel qui se développe à l'ombre des ministres importants, où on voit des dames qui n'ont d'autre mandat qu'un contrat de mariage aider leur ministre de mari? Oui, ça, enfin, c'est un genre de pratique auquel je ne suis pas tout à fait favorable. Je pense que les femmes dirigeaient mieux, à mon avis, la politique quand elle s'appelait la Pompadour que quand elle s'appelait Madame Alexia. Non, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un bureau à côté de son mari n'implique pas obligatoirement qu'on ait une influence quelconque sur les décisions. Il y en a quand même une qui, dans les réunions de cabinet, et c'est le cabinet ministériel bien sûr, appelle son mari Minou devant 25 collaborateurs. Qui ça? Madame Darcos, je crois. Ah bon? Oui, Minou. Elle l'appelle comme ça. Et puis il y en a une autre qui l'appelle papa parce qu'ils ont des enfants Il n'y a pas ensemble. un shampoing qui s'appelle Darcos ou Dercos, non? Oui, Dercos, oui, voilà, oui. c'est ça. La mauvaise foi que vous revendiquez peut-elle être au service d'une bonne cause?
Elle peut être au service de toutes les causes, la mauvaise foi. Elle est surtout au service du citoyen, parce que le citoyen étant de bonne foi par nature, puisqu'il a une certaine naïveté, est obligatoirement piégé par la mauvaise foi et de l'État et de l'administration et de tous les corps constitués. Donc s'il n'est pas de mauvaise foi, il est forcément piégé. Alors, Jacques Chirac a le tutoiement facile, on le sait. Il vient d'envoyer un télégramme de félicitations à Gerhard Schröder. Je tiens à t'adresser, mais je tiens à t'adresser. Donc, il y a vraiment une connivence, une amitié. Et il dit, paraît-il, toutes les semaines à notre amie Roselyne Bachelot, surtout ne change pas. Oui. C'est ce qu'elle a rapporté. Et trouvez à qui elle ressemble, Roselyne Bachelot. Ouais, allons bon, ça y est, c'est parti. Elle ressemble à Micheline Dax. Oui, tu as raison. Un peu. Un peu. J'aime bien ces tons de rose qu'elle a fait. Mais hier, elle était bien dans les inondations. Elle avait un très beau petit temps. En rose? Non, pas rose. Non, pas très bien. Faites attention à ce que vous allez dire, parce qu'elle a déclaré être agressée par des cons et pour moi une délectation. Je trouve qu'elle a raison de se défendre parce qu'elle a beaucoup de charme, cette femme. J'aime beaucoup Bachelot, moi. Oui, c'est la plus pulpeuse du gouvernement. Michel Alliot-Marie en trainee ranger, c'est pas mal. Il y a quelque chose que j'ai pas compris et qu'elle a dit, mais bon, elle est instruite et intelligente. Elle a dit 99% du changement climatique est lié à l'inclinaison de la Terre. Ah, c'est en pente. Pierre Bellemare, vous qui avez une idée sur tout ce que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que ça veut dire? La Terre serait-elle en pente? L'axe de la Terre est très légèrement varié, c'est exact. C'est vrai, vous l'avez ressenti dans votre vie quotidienne? Non, enfin, scientifiquement, c'est vrai, c'est exact. Ça rejoint la réflexion de Jean-Pierre Raffarin qui a dit la route est droite, mais la pente est forte. ça doit venir de là, à mon avis. Ah, mais Raffarin, il a du nez. Il m'est arrivé, moi, certains soirs, de rentrer chez moi et de sentir l'axe de la Terre légèrement incliné. Il s'est incliné hier soir près de chez vous, là-bas, dans le Midi, où vous avez quand même eu 50 cm de grêle en épaisseur entre Antibes et Nice, quand même, ce qui est pas mal. Oui, ça c'est amusant, l'axe de la Terre. Oui, c'est l'axe de la Terre, ça c'est sûr. La Maison Bleue revient très fort. Tant mieux, c'est charmant. Vous savez que c'est le nom qu'Alain Juppé a proposé, mais à l'instigation d'une agence de publicité. Ça fait cabane de Schtroumpf, moi je trouve. C'est bien de payer une agence pour se rendre ridicule quand même. Il y a quand même un parlementaire consulté qui a dit, moi j'aimerais bien, parce que c'est un parlementaire déjà un peu chenu, ça me rappelle la maison close que je fréquentais dans ma province quand j'étais jeune homme, qui s'appelait la Maison Bleue. Voilà. Marqué la pantor, parce qu'avec Juppé c'est toujours le bordel. Non, mais c'est la maison, dit Juppé, ce sont les valeurs terriennes. Le bleu, c'est une couleur chère aux Français. La Terre, c'est une planète bleue, c'est vrai. Il a raison. Il pourrait nommer Mme Bachelot comme directrice. On irait chez Mme Roselyne. Oui. C'est la planète rose. Mme Roselyne, 2 serviettes pour la carte. Oh, quelle horreur. Madame Roselyne, l'archevêque est coincé dans le 12. C'est drôle. C'est l'appeler à Roselyne parce que c'est également le nom de ma femme. Alors attention. Comment elle va? Très bien. Comment va Madame Roselyne? Bien, Madame Roselyne. Elle est en lecture. Le merveilleux mot d'Henri Viard, quand on a fermé les maisons closes en 1948, qui a dit « Qu'est-ce que c'est triste, tous ces volets ouverts ». Une première citation que j'envoie à Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « Les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme coup de pied au cul? L'ennui, c'est qu'ils ont plus de pieds qu'on a de cul. » Jean Rigaud. C'est Jean Rigaud. Bonne réponse de Jacques Maillot, qui pratique avec beaucoup de culture le culte des grands anciens. Et on peut dire que Rigaud, ça a été un tournant chez les chansonniers. Un personnage extraordinaire. Ah oui. Je peux vous raconter une anecdote sur Rigaud. Auriol adorait Rigaud. Et Vincent Auriol, de temps en temps, il tâchait d'aller voir Rigaud. Il était président de la République. Un soir, il est sorti de l'Élysée tout seul, sans personne, et il a pris un taxi, il a réussi à sortir par la grille du coq, et il est allé au Sully d'Auteuil pour voir Jean Rigaud. Et Rigaud était en scène, il l'a vu rentrer, il n'a rien dit. Bon, les gens ont reconnu Auriol quand même, il le regardait un peu en coin comme ça, mais personne n'a moufté, et à un moment donné, Rigaud a fait ça comme ça, il a caché les projecteurs avec sa main, il a fait « Bah alors Pépère, on a fait le mur ?» Et là, Auriol était aux anges.
Alors ce matin, le Figaro publie un document sur l'utilité duquel on peut s'interroger. C'est la liste des radars automatiques qui vont être en place. Oui, alors attendez, si on dit aux automobilistes, attention, il y a un radar qui est placé à tel endroit, ce qui est déjà d'ailleurs le cas, puisqu'il y a des panneaux parfois avec radar sur les autoroutes. Oui, maintenant ils mettent radar fréquent. En général, on ne les trouve jamais là. Oui. Mais 10 km plus loin, au moment où on n'y pense plus et où ça accède. Alors par exemple, en arrivant à Saint-Étienne, faut freiner. Au pont d'Aquitaine à Bordeaux, il faut pas aller trop vite. Enfin bon, remarquez si ça réduit à la fois l'allure et les accidents. Oui, bon bah. surtout quand tu lis la liste, c'est le temps d'avoir un accident. Si tu conduis et que tu lis la liste en même temps. Il y a ça à Genève, juste avant d'arriver vers le lac, là, il y a un radar fixe et il est signalé. Hein. Il est signalé, il commence à ralentir à Lausanne, vous voyez. Bon, mais enfin, c'est vrai qu'il y a trop d'accidents et qu'il y a trop de voitures, moyennant quoi on va exposer au salon de l'auto dès demain des voitures dont le compteur va jusqu'à 400 km à l'heure. Hein. Oui, j'ai de la concurrence là dans ce domaine un petit peu. Oui, mais encore, vous faites 30 secondes et vous arrêtez. Ah, mais comme un parachute. Si je faisais 30 minutes, je serais déjà évidemment arrivé à Lyon. Donc, et j'ai du mal pour les créneaux et les marches arrière. Alors, dans Charlie Hebdo, il y a une bonne nouvelle à propos de la bourse. Il y a encore, dit Charlie Hebdo, 1 700 000 petits actionnaires de France Télécom. Et ils ajoutent, les suicides massifs au gaz devraient profiter à Gaz de France. C'est très amusant. Oui, mais en fait, c'est un désastre pour les petits porteurs. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on les voit réapparaître dans les gares où ils proposent aux voyageurs de coltiner leurs bagages. Ah, c'est bien, Et je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que la semaine prochaine, nous aurons comme invité d'honneur Colette Neuville, qui est la Jeanne d'Arc des petits épargnants. Voilà. C'est bien ça pour les collectionneurs futurs, ce sera comme les fonds russes. Les fonds russes, c'est pareil, on les a retrouvés dans les armoires, comme ça, et c'est super. Vous encadrez un fonds russe, c'est très très joli. On avait dit d'ailleurs, à un moment donné, je crois que c'est Helsinki qui avait dit qu'il allait commencer à les rembourser. Oui, mais il était bourré ce jour-là. Oui. Deuxième citation de Monsieur Lucas, qui a dit « À Hollywood, le barman n'est pas un barman, le pompiste n'est pas un pompiste, la serveuse n'est pas une serveuse, chacun d'eux est un acteur qui attend le rôle de sa vie. » Woody Allen? Non. C'est un Américain. C'est pas un grand humoriste en fait. Un grand humoriste auquel Woody Allen doit beaucoup. Groucho Marx. C'est Groucho Marx. Bonne réponse. Très bonne réponse de Vincent Perrault. Et pour répondre à votre remarque, vous m'avez dit WC, c'est à droite en sortant. WC Field. Ah bon, mais il fallait préciser. Il y a aux États-Unis une nouvelle émission qui, si elle était adaptée chez nous, rencontrerait un grand succès. Ça va donc se faire. C'est un nouveau jeu, American Candidate, pour sélectionner le meilleur candidat prétendant à la Maison-Blanche. Ouais. Alors, ils ont déjà reçu 60 000 dossiers. Bayrou est candidat, il paraît. Ils sont pas contents du leur, c'est pour ça qu'ils veulent en changer? Non, mais attendez, les prochaines élections américaines, elles vont arriver très vite. Dans 3 ans. Voilà. Les prochaines élections américaines auront lieu après la guerre. Est-ce que Perroni peut s'inscrire? Alors, oui, tout le monde. En plus, comme il n'y a pas de test pour l'alcool, il sera sûrement sa candidature. Non, il a pris bretzel, par contre, il n'aime pas les bretzels. Moi, je fréquente Jean-Jacques, il boit quand même moins de bouche, hein, beaucoup moins. Mais il devra répondre à un questionnaire, fournir une vidéo expliquant pourquoi il ambitionne la magistrature suprême. Pour m'en foutre plein les fouilles, oui, c'est tout. Avoir une liste de 50 soutiens, ça il est souvenirs. Il faudra qu'il soit photogénique, sincère, et il y aura 3 finalistes, parce qu'ils vont s'éliminer les uns les autres, hein, selon une tradition qui a fait ses preuves chez nous. Et on en fait quoi du dernier? On l'élit. Le dernier, ça sera un prétendant possible, et peut-être d'ailleurs qu'un parti politique le récupérera, pourquoi pas. On devrait faire ça, nous aussi. Vous parliez de Saddam Hussein, il y a une jolie photo qu'on voit dans tout Bagdad et donc dans la presse mondiale. Il a un complet veston, une chemise
chemise blanche, une cravate, un chapeau mou et il brandit un pistolet mitrailleur, ce qui est quand même pas très rassurant. Hein. Oui. Il lui manque plus qu'un bignou, et ça ferait le Bagdad de l'NBA. Alors ma femme s'appelle Maurice et le film auquel participe évidemment activement Philippe Chevalier, qui avait été un des atouts majeurs de la réussite théâtrale. Ça s'est joué combien de temps au Gymnase? Ça s'est joué en tout 600 fois, dont donc je pense 350 fois au Gymnase et 250 fois à Marigny, plus une vingtaine de fois au Mogador, qui est un grand théâtre qui fait 1500 places, et puis en tournée, donc on doit avoisiner les 600-700 représentations. Ah, quand même. Voilà. Il semble que la version cinématographique suscite plus de réserve que la théâtrale. Ah, pas auprès du public, on ne sait pas, puisque on ne sait pas, mais le coup près va tomber cet après-midi, puis auprès de la presse, auprès de la presse, ça n'avait jamais été non plus un enthousiasme débordant de la part de nos amis critiques. Comment avait marché votre premier film avec Régis? Ah, ça n'empêche pas les sentiments, c'est un film qui avait boité un peu. Oui. Il n'a pas très bien marché, mais c'était un beau film, d'ailleurs, dont Comment ça s'appelait? Ça n'empêche pas les sentiments, et la totalité des dialogues, assez médiocres, c'est vrai, avait été écrite par Jean-Jacques Perroni. C'est agréable. Donc, il est évident que relation de cause à effet tout à fait. C'est vraiment un non manché. Alors là, il fait mal. J'allais dire du bien de son film parce que je l'ai vu maintenant. Je vais vous dire un truc. J'ai vu le film. Quand il est déguisé en bonne femme, vous savez à qui il ressemble? Ah, ça va être flatteur. Il ressemble à Cora Vauquer. C'est fabuleux. Mais arrête, Cora Vauquer, ça va évoquer beaucoup de choses pour les jeunes. La lune trop pleine, enfin des trucs comme ça. Moi, ça m'évoque un souper Vauquer. Oui, le souper de Vauquer. C'était du général de Gaulle. Absolument. C'est de Gaulle, qui a été représenté dans sa chambre à l'Élysée pendant plusieurs années. Et Cora, c'est un supermarché. Oh bah il y en a beaucoup du Coran maintenant. La critique vous reproche un gag avec une tronçonneuse. Oui, c'est pas moi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai la tronçonneuse. C'est pas moi. Moi, je dénonce. Hein. Vous avez vu, je dénonce. Est-ce que c'est la fille qui a les gros seins sur l'affiche? C'est la fille qui a les gros seins, qui a une tronçonneuse. Mais vous savez, la critique reproche des tas de choses qu'elle n'a pas vues d'ailleurs pour la plupart du temps, parce qu'en fait, on a eu très peu de papier critique. Je crois que la presse ne s'est pratiquement pas déplacée. C'est pour ça que ce sont des procès, en quelque sorte, a priori ou dits d'intention. S'il fallait assister à un événement pour en parler, il n'y aurait plus de journalistes possible. C'est vrai. Des records dans le nouveau Guinness qui vient de paraître. Quoi de neuf? Le plus vieux vomi du monde. Voilà ce qu'on appelle un compte-rendu. Ils l'ont maintenu en vie 160 millions d'années. Un vomi de quoi? Alors qu'est-ce qu'ils avaient Un mangé? vomi de dinosaure. Il avait picolé la veille. C'est de l'herbe. Ben, il aurait bu une bol d'eau Florine, il n'aurait pas eu ça. Comment c'est que c'est un vomi et pas un vieux bolino de 160 millions d'années? Il y a eu une communication scientifique là-dessus. Totalement. Et puis le record de l'homme qui a survécu le plus longtemps avec une balle dans la tête. C'est qui? C'est Kennedy. Mais non, Kennedy, il n'a pas survécu. Non, c'est un anonyme. C'est un anonyme. Il a vécu toute sa vie avec la balle dans la tête. La balle, c'est le G.O. C'est un japonais. C'est un japonais. Combien de temps? Il avait le trou de balle haut placé. Combien de temps, monsieur Philippe? Oui, mais il répond plus, il n'y a plus personne. Il vit toujours. Et il a quel âge? Alors que le dinosaure qui a gerbé, il est mort, lui. Et 38 ans après avoir survécu, il a recouvré la vue qu'il avait perdue le jour La balle s'est légèrement déplacée, c'est ça? Ouais. C'est comme ce qu'on appelle avoir du plomb dans la tête. Hein. Alors le jour où Lana va se foutre une balle dans la tête, la balle va pas fini de ricocher. Cela dit, Loana... Pourquoi vous l'invitez pas? On a beaucoup tiré sur elle, hein. Oui, et apparemment, elle s'en est bien sortie. C'est une femme charmante, hein. Voyez, regardez comme elle est. C'est une femme... Une femme de notre temps. Une femme de notre temps, bien sûr. Pourquoi dire du mal de Loana? Je suis d'accord. Ça, elle est ravissante. Je ne supporte pas qu'on dise du mal des dames, alors qu'il y a tellement de choses, d'autres choses à faire avec elle, mon Dieu. C'est tellement plus drôle de dire du mal des moches. Oui. En plus, elle est belle. Elle est belle. Elle voit bien que c'est le désert qui se passe rien là-haut, quand même. Je dirais qu'elle a un regard de train qui passe. Voilà. Oui, c'est joli. C'est joli. Oui. Surtout à l'arrière.
J'avais beaucoup aimé son livre, surtout la dernière page, parce que c'est bon quand ça s'arrête. Hein. Miette, vous l'avez pas lu, vous? Ah non, pas du tout. Vous l'avez lu parce que vous étiez obligé, Philippe. Mais moi, comme je n'étais pas obligé, je ne suis pas assujetti à cette corvée, non. Ah oui, oui. Monsieur Guillaume de Saint-Cyr Comment il pose va? la première question de culture générale. Ah. Oui. Nous avons une mission culturelle. Oh, Voilà, mais voilà. je le sais. Mais je le sais. Il n'est pas question d'y faillir. Où peut-on voir encore un factionnaire de service armé d'une hallebarde? Oh là, à l'Assemblée nationale. Dans une guérite. À l'Élysée. Non. Au Vatican. À Non. Westminster. Non, chez nous, Chez nous. Alors. ça relève de l'armée française, mais c'est un cas unique. Aux Invalides. Aux Invalides? Non. Non. C'est dans une. C'est religieux, là. C'est un truc religieux, non? Non, vous pensez aux Suisses, non. C'est pas à Paris. C'est pas à Paris, mais ça fait partie de l'armée française. Il y en a qu'un, il y en a Il plusieurs. garde un mort. Il y en a plusieurs, Ah. c'est-à-dire il doit y en avoir 4 ou 5, guère plus. Dans toute la France. De quoi, des morts ou des hallebardes? Non, c'est au Il garde un mort. Mont-Valérien. Il garde un mort à chaque fois. Il est préposé à une garde qui est à la fois prestigieuse et particulière. C'est pas un permanent. Alors, il Sur un lieu de bataille. C'est un permanent. un permanent. Il garde les décorations. Non, il garde un militaire de haut rang. Voilà. Un roi, Ah, un président de la République, non. Mais c'est pas à Paris. Un Un militaire général. vivant ou un militaire mort? Vivant. Un amiral. Oui, C'est exactement. l'amiral de la flotte qui est gardé par Albardier. À Toulon, Exactement. alors. À la porte d'un Est-ce qu'il a amiral, besoin à de bord d'un hallebarde bâtiment de la Marine nationale, il y a toujours une tradition qui remonte à la royale, un garde en hallebarde. C'est une bonne C'est beau, réponse d'un c'est beau. témoin de l'époque, Pierre Bellemare. Rien ne vous échappe de la politique, donc vous avez sûrement noté que les ministres les moins expérimentés du gouvernement Raffarin, c'est-à-dire une bonne majorité, avaient été convoqués à un cours du soir. Alors pour savoir comment on peut chapitrer, enseigner à un ministre l'art de la communication, j'ai eu l'idée de demander à Thierry Saucez, qui est le directeur de l'agence Images et Stratégie Europe, un conseiller très écouté de la classe politique, ce qu'il pensait de ces cours du soir. Bonjour Thierry Saucez. Bonjour Philippe Bouvard. Vous avez déjà donné des cours à des ministres. Enfin des conseils en tout cas. Du conseil, oui. Des conseils suivis? Oui, je crois, Oui. notamment dans toute la période de la vie politique où les hommes politiques ont découvert la télévision et ils ont dû effectivement s'appuyer sur des professionnels pour mieux en comprendre les recettes. À qui avez-vous donné des cours sans être indiscret? Oh, écoutez, des cours, j'en ai vraiment jamais donné, mais Non, des conseils. Des conseils, j'en ai donné à la plupart des leaders politiques de la droite, que ceux qui suivaient des premiers ministres, M. Chirac, M. Balladur, M. Sarkozy, Alors qu'est-ce que vous Madame leur disiez, Barzac, notamment pour les jours où ils devaient prendre la parole en public ou à la télévision? Pour se mettre les doigts dans le nez. Oh, et par exemple, mais si vous voulez, il y a les règles de base qui, dans mon esprit, sont pas forcément les plus importantes. Quand on répond à des parlementaires à l'Assemblée nationale en direct à la télévision, ou quand on est évidemment dans une émission en direct, c'est quelque part d'utiliser les 1000 mots les plus quotidiens des Français, de travailler sa gestuelle. Attendez, la gestuelle, qu'est-ce que c'est dans... La gestuelle, doigt c'est... d'honneur. Le bras d'honneur. C'est d'avoir un jeu de main qui appuie votre argumentation, mais qui ne développe jamais d'agressivité. Par exemple, Jospin, qui parlait mieux avec ses mains qu'avec sa langue, est-ce qu'il en faisait trop? Parce qu'il avait des mains prodigieusement véloces, Jospin. Oui, mais ce qui a coûté, me semble-t-il, le plus à Jospin, c'est un style un peu austère et manquant d'affect. La télévision est un outil absolument terrorisant pour ça, et les gens ont l'impression que si vous ne donnez pas de vous-même, si quelque part vous n'allez pas vers eux et vous ne créez pas cette espèce de relation affective, quelque part au fond la politique reste sèche et sans cœur. Et c'était plus son problème. Est-ce que vous donniez des conseils à Alain Juppé? Écoutez, moi j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années, mais c'était à l'époque... Vous avez loupé votre coup avec lui alors? Non, c'était à l'époque où il montait dans la vie politique nationale et il voulait donner envie aux gens de croire en lui. C'est-à-dire qu'il s'y verrait davantage qu'il ne le fait aujourd'hui. Jean-Pierre Raffarin a certaines qualités de proximité, comme on dit aujourd'hui. Oui,
Oui, et si vous voulez, au fond, quand je disais les trucs et les recettes, les mots simples, les slogans, les formules qui font image, qui seront reprises par les médias, qui frappent la mémoire du téléspectateur, parce que l'auditeur ou le téléspectateur, c'est quelqu'un qui est terrible. Hein. Quand vous faites une étude après qu'un homme politique ait parlé à la télévision pendant 1 heure, par exemple, hein, s'il n'a pas parlé trop vite, ce qui est catastrophique parce qu'on oublie ce qu'il dit, s'il n'a pas parlé trop lentement, ce qui est catastrophique parce qu'à ce moment-là, les gens s'endorment, et bien sur les 10 000 mots qu'il va prononcer en 1 heure, en gros, les gens vont en retenir seulement 500. Ah ben c'est déjà pas mal, hein. Et sur ces 500 mots, pour l'essentiel, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon de la communication impressionniste, c'est-à-dire des éléments de vécu, des anecdotes, quelque chose qui touche les gens. Vous savez, il ne faut pas non plus méconnaître le fait que c'est parce que les électeurs ont peu de mémoire qu'il y a des carrières d'hommes politiques qui durent longtemps. Hein. Vous n'avez jamais eu envie de vous présenter vous-même Si, mais ça n'a pas marché, je crois. Hein. Ça me titille encore, d'ailleurs. Ouais. Mais vous avez été battu, hein. Bon, ben, vous savez, quand on défend des convictions... vous n'êtes pas bien conseillé, alors, du coup, c'est ça? On se conseille très mal soi-même. C'est important, la façon de s'habiller? Écoutez, ça fait partie, franchement, plus du look que de la communication ou de l'image. Mais en tout cas, n'allez pas à contre-image. C'est-à-dire, si vous êtes Raffarin, ce côté solide, cette confiance, les pieds dans la glaise, la volonté de rendre la politique... Les pieds dans la glaise, donc, il faut venir avec des chaussures sales. Par exemple, mais à la limite, ce ne serait pas choquant parce que ça n'irait pas à contre-image. Bon, il y a un style Sarkozy. Cette espèce d'entrain... C'est vrai, ça. Alors là, on a du style, hein. Mon style à moi, hein. Non, c'est vrai qu'il est très offensif. Cette espèce d'entrain d'être partout, en France, à l'étranger, dans les commissariats de police, dans la gendarmerie, en vélo, en voiture, en bateau. Et vous remarquerez que pourquoi ce style est important, c'est parce qu'en réalité, il vous permet ensuite de tenir le temps qu'il faut pour, si tout va bien, évidemment, et si le gouvernement est bon, obtenir des résultats et communiquer. Dernière question, si vous aviez un conseil à donner à Roselyne Bachelot, qui provoque, comme on dit à l'Assemblée, des mouvements divers, qu'est-ce que vous lui diriez? Écoutez, franchement, je lui dirais de rester absolument comme elle est. La femme spontanée, franche et directe qu'elle est, si elle commence à rentrer dans le moule des médias, la moindre critique, elle est dans le moule, hein. Dans le moule, hein. Merci Thierry Saucès d'avoir apporté le point de vue du spécialiste dans un domaine qui demeure quand même mystérieux et c'est peut-être ce qui fait son charme. Mais vous, Pierre Bellemare, qui avez vendu les choses les moins achetables, c'est fini, oui. Vous pourriez donner des conseils aux hommes politiques. Je pense que le naturel est la seule chose à faire à la télévision. Et c'est pour ça que, finalement, quand ils sont naturels, ils accrochent aussi. J'ai une superbe anecdote en ce qui concerne Pierre. Il y a quelques années, sur le Tour de France, un jour, dans les Landes, j'étais en train de manger un petit sandwich en attendant le peloton et de repartir avec mon pilote. Et il y a un monsieur qui s'est approché de moi et qui m'a dit... Ah, monsieur Bellemare, qu'est-ce que je vous aime. Monsieur Bellemare, c'était le sandwich. J'ai une admiration pour vous. Et alors, bon, dans ces cas-là, comme on nous confond quelquefois, un petit peu on a les cheveux blancs, je m'en sors par une pirouette. J'étais de mauvaise humeur ce jour-là, et je lui fais, je ne suis pas Pierre Bellemare. Et ce mec, d'un seul coup, me fait, alors voyez, moi, parce que je suis un mec du coin, je suis un paysan, hein, je viens vous dire que je vous aime, et vous me prenez pour un con, et vous me dites... Et je vous jure, j'ai craqué, et j'ai signé Pierre Bellemare, et il est parti. Pas d'autre moyen. Et vous avez fait comme Pierre Bellemare, c'est-à-dire vous avez demandé une petite contrepartie financière pour votre ouvrage. C'est fini. Il n'aurait pas cru. Espèce de salopard. Il lui a vendu. Il lui a vendu le sandwich. Les histoires de blondes étaient très à la mode l'année dernière, un peu moins aujourd'hui, mais je voudrais vous faire entendre un moment mémorable des grosses têtes lorsque Carlos, qui est un de nos compagnons habituels, et un de nos invités d'honneur, qui était Renaud, le chanteur, qui faisait sa réapparition, se sont mis à l'unisson pour raconter des histoires de blondes. Vous connaissez l'histoire de la blonde qui va acheter un portable? Bonjour monsieur le marchand, je voudrais un portable. Ah bon? Elle sait faire? Non, elle sait pas faire, mais elle va apprendre. Alors, il y en a une sur les blondes que j'aime bien, c'est deux blondes qui marchent le long d'une rivière, il y en a une de l'autre côté qui fait « Mesdemoiselles, mesdemoiselles !» Alors les deux se retournent « Oui !» Comment on fait pour aller de l'autre côté? Et les deux en même temps répondent « Vous êtes déjà de l'autre côté !»
Alors, il y a eu... J'en ai une sur les blondes. Pourquoi les blondes ont toujours les yeux bleus? Parce qu'elles ont le crâne plein d'eau. Oh non. Non, non. Ma femme s'appelle Rosine, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Oh, Fais gaffe, papa. Oh, c'est tout faux. Oh là là. Fais vraiment gaffe, hein. À la sortie, tu vas voir. Dites donc, il y a une belle blonde dans votre film. Oui, c'est moi, Philippe. C'est ce que Perroni appelle Cora Vauquer. Faut dire que quand il est venu à l'avant-première avant-hier au Grand Rex, il n'avait pas ses lunettes. Non mais Alice Evans, elle est charmante. Elle est superbe, C'est une hein. très très jolie blonde. C'est elle la femme à la tronçonneuse. C'est elle la femme à la tronçonneuse. Elle parle parfaitement français, donc on comprend tout ce qu'elle dit. Elle parle parfaitement français, elle a accepté quand même le scénario. Exactement. Très bien, on lui dira. On le dira pas à elle, mais à Jean-Marie Poiret. Oui, non, vous savez que c'est un film très drôle. Vous ne l'avez pas vu, mais vous allez vous précipiter. Non, mais je sais que les acteurs se sont beaucoup amusés. Ouais. Alors maintenant, il faut que les spectateurs en fassent autant. Mais bon, ça se produit souvent, ça. Arrive, puis Jean-Marie Poiret. La critique fait la petite bouche, et puis le grand public, lui, il adore. Hein. Oui, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Là, je vais faire un jeu de mots à bide, vous allez voir. L'art est aisé et le Minotaure. Ah, très bien. C'est bien aussi. Vous savez, j'ai pris un bide, là. Oh, non, non. Non, c'est vous bien. avez fait un malheur, celui du public. Madame Grenier de Reims demande à Vincent Perrault, qui est notre cinéphile en chef. Oh oui, mais attendez. Quel acteur, complexé par la petite taille de son sexe, portait toujours une coquille sous ses collants lorsqu'il tournait des films de KPDP? Errol Flynn. Errol Flynn. Ah ben, le film Une bonne réponse de Laurence Boccolini. Quand j'ai de coquille ou de collant, hein. Ah, des dents, ça vous avait frappé, si je puis dire, ça. Pas frappé parce que c'était pas assez gros pour frapper, mais. Mais le coton, la légende. Le coton, ça fait un peu mou. Ouais. Vaut mieux mettre une canette de bière. Vous devez se voir. Ouais. Mais évidemment, ça se voit. Mais la légende dit quand même que comme ce monsieur Errol Flynn faisait beaucoup de ses cascades lui-même, c'était plus une coquille de protection qu'une coquille de dissimulation. Bien sûr. Parce que j'aimerais bien avoir eu autant de jolies jeunes femmes dans mon lit que lui, parce que c'était. Ouais, il a pas fait que des trucs bien. Hein, donc modérons. Ouais. Tu sais, avec un petit billet, tout s'arrange avec les filles. Dans la rubrique éthylique, qui est très chargée d'ailleurs, C'est normal. Oui, ça se passe à Sarrebourg, il y a un automobiliste qui sortait d'une joyeuse réunion. Il a percuté un feu tricolore qu'il a ensuite traîné pendant 1 kilomètre sous sa voiture. Bah oui, avant de s'en apercevoir. Alors qu'il faisait, le feu continuait à faire des étincelles, mais là, ce n'est plus l'électricité, c'était le frottement. On l'a interrogé, il a dit pour sa défense qu'il supportait pas du tout le whisky. Voilà. C'est un peu vrai aussi. Hein. Dites, à propos de rapport de gendarmerie, Philippe, j'ai reçu, il y a 2-3 jours par email, un petit rapport du brigadier Jérôme de Barbezieux. Si c'est sur Danielou, c'est pas la peine. Hein. Non. Qui a envoyé 2-3 petites perles qui se sont passées dans son commissariat. Et alors, il y en a une quand même qui dit ceci. Quand le contrevenant a crié « espèce de gros con !» dans son dos, le brigadier de service a aussitôt cru se reconnaître et a verbalisé. C'est pas mal. Alors, ils ont constaté aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le trou de balle était si gros que nous avons pu y placer 2 doigts. Écoutez, je sais pas ce qu'ils ont constaté. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça. Et il y en a une, pour finir, que j'ai trouvée assez savoureuse aussi, qui dit « Comme il devait être pris en charge au plus vite par un asile d'aliénés, il a mieux valu le conduire directement à la gendarmerie. » Sinon è vero e ben trovato, comme disent les Italiens. Ça, c'est le Canard enchaîné qui publie une décision du ministre des Affaires étrangères par délégation, mais quand même, article unique. Le contrat annulant l'arrêt d'annulation de fin de mission est annulé. Très bien. C'est superbe, il y a 2 lignes en tête du Quai d'Orsay, 3 signatures. J'ai lu il y a 15 jours, je ne sais plus, à propos d'un truc sur l'Irak, un non-désaccord n'est pas impossible. Là, il faut s'y coller pendant 3 minutes pour savoir s'il est possible l'accord ou s'il n'est pas impossible. C'est ça qui est formidable. Enfin, tout ça, l'Irak,
et le reste, ça suscite un climat d'appréhension, un malaise. Hein. Regardez, hier, il y a 25 TGV qui ont eu entre un quart d'heure et 2 heures de retard, parce qu'on avait signalé un colis suspect dans un TGV. Alors on a fait exploser le colis et on s'est aperçu qu'il contenait du poisson et des fruits exotiques. Ça devait sentir bon dans le TGV quand ils sont arrivés à Paris. Remarquez, ça c'était peut-être bien plus frais que les plateaux repas du TGV. Hein. Bon, ça va tellement vite, on n'a pas le temps de vomir. Non. Ils font des hamburgers maintenant avec des frites au micro-ondes. Dans l'Eurostar, c'est très bien. Dans l'Eurostar, alors très bon. Ça vaut le coup de le prendre uniquement pour aller bouffer. Ah ouais, Tu fais l'aller-retour, c'est très bien. Les frites, c'est très très bon. Ah ouais. C'est de la cuisine anglaise? Non, c'est pour ça que c'est bon. Ah oui. Non, t'es pas fou, non? Que certains d'entre nous ont peut-être la nostalgie de ce qu'on mangeait dans les wagons-restaurants il y a longtemps. Hein. Quelques lustres même. C'était quand même un peu roboratif, hein. C'était, oui, mais c'était tellement agréable. Ah oui. Ça fonctionne encore dans le Simplon Orient Express. Ça n'a pas l'impression d'avoir une conversation tous les deux, Philippe, de vieux con, sous l'œil attendri de tous ces jeunes. Si on vous enquiquine, on peut se tirer tout de suite. Hein. Allez, une question, mon fifounet. Ah ben, une question que je vais poser à Jean Dutour, parce que il est là, derrière son téléphone. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes dans quelle tenue là? Vous êtes en pyjama, oui. Charentaise? En pyjama, oui. En pyjama. Parasé. Quelle couleur le pyjama? Bleu. Arrête, tu m'excites. Fermez le devant, il y a la titule qui dépasse. Qu'est-ce que j'excite là? Dis-toi. C'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. Oh là là. Ça va, Jeannot? Oh oui, mon chéri. Attention, il est en pyjama. Ah bah justement, là la moitié est faite. Madame Robin demande à Jean Dutour, une femme est enterrée dans les caves du Vatican au milieu de 147 papes. Qui est-ce? Oh, c'est encore une blague, ça, c'est la papesse Jeanne. Non. Sainte-Germaine des Stigmates. Reine Christine. C'est la reine Christine de Suède, exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Et pourquoi? Parce que je crois d'abord elle a offert beaucoup de livres à la bibliothèque vaticane, puis elle a vécu à Rome. Hein. Ah oui, elle a terminé sa vie à Rome. Deuxième question de Monsieur Poupart, un peu plus difficile ça. C'est pour Jean. Pourquoi Sully, le ministre d'Henri IV, décida-t-il de faire planter des arbres au bord des routes françaises? Pour faire pipi. Non. Pour donner de l'ombrage, non? Oui, exactement, mais des ombrages pour qui? Parce que il y avait une cible, comme on dit pour aujourd'hui. Les soldats? Non. Pour les automobilistes? pour les diligences? Pour les péripatéticiennes qui attendaient contre l'arbre. Non, c'était une route qui allait vers l'Espagne et qui... pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était pour les pèlerins. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, mais bonne réponse de Jean Dutour qui a dit le mot-clé pour faire de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire encore? Rien. Je veux dire qu'en pyjama comme en complet veston, vous avez toujours un savoir aussi ébouriffant. Et à demain! Monsieur Lacauve demande quel est l'auteur du poème intitulé Le vagin de Martha Gellhorn qu'il comparait au goulot étriqué d'une bouteille d'eau chaude. C'est vieux ça, ce truc-là? Ça remonte à un demi-siècle et la Martha en question a été l'une des épouses de l'auteur. Henri Miller? C'est un Français? Non, c'est pas un Français. C'est un Américain? Je pense qu'il était américain. Truman Capote? Non. Oh bah, l'épouse de Truman Capote. Ça va être difficile, hein. Alors vas-y, un Américain? Oui, qui était un grand écrivain. Plutôt sérieux, plutôt romanesque. C'était un homme, un vrai, un aventurier de la littérature. Oui, c'était Ernest Hemingway. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean Amadou, de Vincent Perrault et de tous ceux qui se présenteront à mon guichet avant 1 heure. Alain Mimoun, qui a 81 ans, on vient d'inaugurer le 50e stade qui porte son nom. Hein. C'est un type fabuleux. Formidable. À 81 ans, il continue à faire entre 10 et 15 kilomètres de course à pied tous les jours. Hein. Il fait ses courses à pied à cet âge-là. Il faut faire quelque chose pour les vieux quand même. Cet âge-là, 81 ans, il fait ses courses à pied, pépère. Cela dit, c'est un champion olympique comme on n'en a jamais eu, comme on n'en aura plus. Mais malheureusement,
malheureusement, sa carrière s'est située il y a trop longtemps pour que... Il en profite surtout sur le plan financier. Il a toujours son 2 pièces dans le 19e arrondissement et ça l'a pas enrichi du tout, contrairement à d'autres. Hein. Et avant d'être grand athlète, il a fait toute la campagne d'Italie quand même, dans les armées de la libération de la France. C'est beau. Un héros en même temps. Madame Velu demande au cinéma qui est responsable de 1183 homicides. Schwarzenegger. Un animal. Stallone. Non. Non, c'est pas un comédien? Il a, c'est un héros, il a 59 morts par film Rambo. en moyenne. Non. Rambo? Non. C'est un animal ou c'est un comédien? Un comédien. Ah, c'est un comédien, c'est vrai. Au-delà du comédien, il y a le héros. Le personnage, Mais il incarne toujours le même héros dans ses films ou c'est plutôt... Clint Eastwood. Le type qui fait le karaté, là, non? Il y a eu différents interprètes. Et mort violente ou mort d'ennui? Parce que mort James d'ennui, Bond. il y a des comédiens qui ont des milliers de morts d'ennui. La conscience, mais James Bond. Mort violente. James Bond. On ne tue pas beaucoup de James Bond. Exactement. Encore une bonne réponse de Laurence Boccolini. Oh non, Philippe, non. Là, il faut vérifier parce qu'il tue pas beaucoup. James Bond ne tue pas beaucoup, au contraire, c'est un truc qui tue le moins. Il n'y a pas beaucoup de morts. Schwarzenegger tue beaucoup plus. Ah oui. Je peux vous dire que James Bond baisse beaucoup plus qu'il ne tue. Donc Oui, bien sûr. ça, je suis pas d'accord du Le tout. moins de sang possible. Alors, je demande qu'on applaudisse encore une fois Laurence Boccolini pour avoir fait une bonne réponse à une mauvaise question. Exactement. Bravo. Demandez-moi. Le remède secret du pape arrive en France, et vous savez, la papaye, Oui. la papaye... La papaye du pape, il paraît que, bon, il a repris force et vigueur. C'est Mimoun. D'ailleurs, ils vont être obligés de brider le moteur de la papa mobile parce que il va faire des excès pépères. Monsieur Maury de Toulouse demande pourquoi pendant la guerre du Vietnam, les chaussures que l'on donnait aux GIs avaient-elles la forme d'un pied? C'est logique pour des Parce que là, nous vous suivons pour mettre des Viet Cong. Exactement. Ouais. Pour faire croire aux Viet Cong que c'était de simples paysans qui étaient passés là, pieds nus. Oui. C'était vraiment démoniaque. Ah oui, hein. ça a marché formidablement d'ailleurs. Le résultat était probant. C'est bien pensé, hein. Ah, ça, c'est une question pour Pierre Bellemare. Parce que c'est vraiment une question insoluble. Insoluble, c'est pour toi. De Madame Grolet de Gagny. Oh, Madame Grolet. Qu'échangèrent les Français avec les Anglais quand on remplaça le méridien de Paris contre celui de Greenwich? Qu'est-ce qu'ils échangèrent? Oui, c'est-à-dire que les Anglais ont fait une concession aux Français quand, effectivement, le méridien de Paris a été supplanté par celui de Greenwich. C'est un objet? Non, c'était Un mystère? une promesse. Jeanne Birkin, non? Non. C'est quelque chose de tangible ou pas? C'est une promesse qu'ils ont exécutée? En partie, au départ, c'est une abstraction, Oui. mais qui se concrétise souvent dans la vie quotidienne. Quelque chose à quoi les Anglais ont renoncé pour faire plaisir aux Français. Un système de mesure, un système de mesure. Exactement. Ils ont promis d'adopter le système Métrique. Eh ben, tu peux te bronzer. Ils l'ont toujours pas adopté. Ils l'ont toujours pas adopté. Ils ne veulent pas. Ils l'ont pas fait. Non. Parole. C'est parole. C'est les Anglais, voilà, c'est Ils ça. doivent le faire, ils refusent de le C'était faire. simplement une promesse. C'était pas... Ah bah, En c'est une attendant, promesse. le méridien de Greenwich, Ah, ouais. ils nous l'ont imposé. Hein. Oui. Tout à fait. Oui. Ils y viennent un peu au système métrique. Oui, à reculons, hein, parce que vraiment, tout est en pound, tout est Moi, j'ai en... rencontré une Anglaise dernièrement, elle veut toujours pas adopter mon système métrique, et ça, je trouve ça dommage. Oui, mais... Et le système matrique, est-ce qu'elle... Mon Dieu. Oh, Monsieur ça, c'est pas Chevalier, indiscutable. on n'est pas au cinéma ici. Ça y est, regardez-les, c'est pudibond tout d'un coup. De Madame Romer de Besançon, pourquoi Anatole France disait-il que l'expression muet comme une carpe constituait une énorme bêtise? Mais ça fait du bruit, la Parce carpe, que ça va. la carpe a toujours la bouche ouverte. Oui, mais enfin, bon, elle dit pas grand-chose, la carpe. Hein. Parce que tous les poissons sont muets. de toute façon. Exactement, Oui, c'est une bonne exactement. Ah oui, bah alors. On pourrait dire muet comme un poisson. Oui, mais non, des carpes, puis c'est tout. Il y a un formidable film que je vous conseille sur la pêche, qui est absolument extraordinaire. Ma femme s'appelle Maurice. Non, attendez. Non, tout simplement, le réalisateur a eu l'idée de mettre
dans la bouche des poissons, si j'ose dire, les cris des mammifères. Donc, quand on lui met son petit hameçon, c'est insupportable. Ah, mais c'est horrible. Mais ça pendant 2 heures, ça va être un peu long. Ça devient un massacre épouvantable. Si les huîtres criaient, on n'en boufferait pas beaucoup. Oui, c'est effrayant. Chaque fois que tu plantes la fourchette dans le filet, t'en prends des rails. Et si les moules pouvaient parler? Ah là là. C'était une bonne réponse de ma gueule. Oui, ça va, oui, on le sait. Vous pouvez l'applaudir quand même. Il est vraiment... Vous êtes un des plus cultivés des grosses têtes, cher Jean-Jacques Perroni. Il est très cultivé. Ah, il a besoin de reconnaissance, hein, c'est incroyable. Oui, et c'est aussi le plus mal embouché, alors ceci compense cela. Vous aimez sûrement Laurence Boccolini, puisque vous êtes très proche de lui, au moins géographiquement, le prince Charles. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là, physiquement ou Non, je veux dire que c'est quelqu'un Ça, qui c'est fait partie de votre mythologie. Il a menacé de s'exiler si la chasse au renard était interdite. Non. C'est grave. Oui, c'est grave quoi qu'il s'exile ou que la chasse au renard soit interdite. S'il s'exile, c'est pas grave pour l'Angleterre. Hein. À mon avis, il cherche. Il va s'exiler où? Toutes les portes pour se tirer. Pour se tirer avec sa vieille. Ça peut être la chasse au renard, comme ça, demain n'importe quoi. Les petits pois, enfin tout est... Moi, mon avis, la chasse au renard continue, il va faire courir Camilla dans le Landier, vous allez voir, l'accident est vite arrivé. Elle y va à la chasse, hein. Elle y va. Il veut interdit, elle y va. Hein. Oui, il veut embarquer sa mémé à Menton. Il veut tout, lui. Il va l'installer à Menton dans un petit appartement. Il est étrange, garçon, quand même. Il est curieux, comme Pépère. Oui. Alors, vous savez qu'actuellement, l'American Express vend un tableau, enfin une lithographie du prince Charles, qui est vendu donc presque comme un téléachat. Ça vaut quand même 30 à 40 000 balles la lithographie. Mais pas un mur assez vaste parce que vous avez les oreilles qui dépassent du tableau de chaque côté. Moi j'ai le placebo, j'ai la dernière affiche de Bayrou, les oreilles sont si grandes. Et ça m'a rien coûté. Le seul homme politique français qui n'a pas jamais pu se présenter sans étiquette, hein, Bayrou. Non, mais finalement, il s'est pas mal défendu, Bayrou. Oui. Oh, oui. Hein, il s'est très bien défendu. Oh, ouais, il s'en est pas si mal sorti parce qu'il était mal barré quand même. Hein. Ouais. Il sera remboursé déjà. Ah oui, de toute façon, il sera remboursé. Il va faire le plein du cas. Madame Beauvais-Dumont demande quels sont les 4 éléments qui permirent de réaliser le fameux cri de Tarzan. Ah, il y a déjà des cris d'animaux. Faites-le. Il y a toujours même. Non, ça c'est Tarzan. Pas mal. C'est Tarzan adolescent, si vous voulez. Peur. Il y a des cris, je crois qu'il y a des cris de hyène ou de lionne. Il y a des cris Alors, il y a d'animaux, le hurlement d'une hyène. Voilà. Exactement. Il n'y a pas du singe là-dedans. Il y a du singe. Non. Il n'y a pas de singe. Bon, alors. Il y a une cantatrice. Il y a le hut poussé par une cantatrice. Voilà. Et de 2. Il y a un petit peu de Johnny Weissmuller aussi, quand même. Non. Non. Ah, si, un petit peu. Il y a le sifflet d'un train. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le hut d'une cantatrice, le hurlement d'une hyène. Le loup. C'est pas un loup. Un chien. Un chien. L'aboiement d'un chien. Et puis enfin, quelque chose qui ne ressort L'orgasme de pas sa femme. au règne animal ni humain, c'est un bruit qui vient D'une voiture. Non. De la forêt. Un craquement Le d'un vent. train. Le vent, non. Non. Une flatulence peut-être. Oh, mon Non, Dieu, non, un arbre. Une alarme de voiture. Non, ça peut être d'ailleurs extrêmement joli, mais là, c'est un peu agressif. Le cri d'un bébé. Non. Non, c'est pas humain. C'est pas humain. C'est quoi C'est la nature qui est... La foudre. Non. Le vent. Le vent dans les branches. Pas du tout. C'est avec quelque chose que l'homme a fabriqué, qu'on a pu produire. Un instrument de violon. musique. Un instrument de musique. Un truc de violon. C'est une Pour donner vibration tout ça, de corde de violon. Un grincement de violon. Le rythme d'une la hyène. cantatrice, l'aboiement d'un chien, la vibration d'un violon Et le cri de la hyène. Et ils ont fait quoi? Ils ont Bonne réponse collégiale. Bravo. La question suivante va être posée par un auditeur, comme chaque jour. C'est aujourd'hui Yves Blanchin de Beaupréau. Question difficile, hein, monsieur Blanchin? Oh non. Pour des grosses têtes comme vous. Oui, mais enfin, vous l'avez puisé dans le jargon administratif, hein? Et tout à fait, exact. Alors, donnez votre question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une zone de rebroussement? De rebroussement. Oui, tout à fait. C'est donc un endroit où on peut faire demi-tour. Oui. Oui, voilà. Alors, écoutez, c'est vraiment décevant, hein, monsieur.
on se donne du mal, on se téléphone, et puis bon, au bout de 10 secondes, on a la bonne réponse. Je vais perdre 300 €. Voilà, c'est généralement une impasse pour que les voitures puissent faire demi-tour. Et c'est assez logique. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Une bonne réponse de Pierre Belmar. La prochaine fois, restez plus longtemps. Hein. Dans le fabuleux destin de Jean-Pierre Raffarin, il y a des pastiches, hein. Oui. Pastiche d'une émission de télévision politique, d'abord. Oui, il y a Mots écrasés. Mots écrasés. Mots écrasés, animé par Arlette Chameau. Oui. Et Pierre-Luc Séguimauve. J'aime bien faire le sillon, il est élégant. Il est très bien, il est toujours bien coiffé. Il est très élégant. Oui, il doit coucher chez Magnatis, à mon avis. Et puis il y a un joli final, hein. Ça va être la pièce maîtresse du spectacle, c'est Paris-Plage, chez Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë vient de faire une communication, voulait maintenant installer, et c'est déjà bien en voie de réalisation, dans Paris, des zones ralenties. Ah oui, c'est déjà fait. Attends, des zones de moussard ralenties, moi j'ai trois plombs. Il y a des zones arrêtées même. Oui, il y a le ralenti total, quoi. Oui. Mais je crois savoir que l'opération Paris-Plage sera reprise l'année prochaine. Ouais. D'abord 3 mois. Et ensuite, non plus sur les quais, mais sur le périph', qui serait complètement fermé pendant 3 mois. Ils mettront plein de palmiers et plein de sable, et pendant 3 mois, ça va être formidable. Mais c'est curieux de voir un garçon qui déteste autant les voitures et qui fait autant d'autosatisfaction. Ça, c'est assez étonnant. Mais enfin, faut pas se plaindre, hein, étant donné que quand les écologistes, avant les municipales, ont dit on emmerdera les automobilistes, pour une fois qu'il y a vraiment des gens qui tiennent leurs promesses après leur élection, on va pas quand même se plaindre, c'est vrai qu'ils les tiennent. C'est Denis Baupin qui gère tout ça. Oui, et puis monsieur Contasso qui s'occupe des déjections canines. Oui. Ouais. Pourquoi les déjections canines? Parce qu'il est dentiste, non? Mais on n'est pas au cinéma, Dernière citation que nous a envoyée monsieur Pérez de Toulaine, qui a dit « La politique est l'ensemble des procédés par lesquels des hommes sans prévoyance mènent des hommes sans mémoire. » Paul Valéry. Alors, cet homme qui est complètement oublié aujourd'hui... Oh bah alors merci de nous le rappeler. Donnez-nous tout de suite la réponse. Mais que nous avons connu, Jean Amadou et moi, était académicien français, protestant assez rigide. André Chanson. Non, et il fut secrétaire perpétuel de l'Académie. Jean Missler. Oui, alors là, formidable. Qui vient de répondre. C'est ce qui s'appelle un coup de théâtre. Ah oui, vraiment. Ah oui, on l'appelait boule de gomme. Ah oui. Alors là, c'est pas... Missler et boule de gomme, ouais. C'est pas comme au cinéma, là, c'est à un autre niveau. Hein. Merci à tous, et puis je vous renvoie, mais dans le meilleur sens du verbe, à ce spectacle du Théâtre des Deux Ânes, dont Jacques Maillot et Jean Amadou sont les vedettes. Avec Jean Roucas et Pierre Douglas, citons-les quand même. Qui s'intitule « Le fabuleux destin de Jean-Pierre Raffarin ». Merci, hein.